Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Piskun qui te parle et aujourd'hui on enfile sa plus belle armure pour causer d'un dessin animé culte, j'ai nommé Les Chevaliers du Zodiaque. Alors les Chevaliers du Zodiaque, aussi connus sous le nom originel japonais Saint Seiya, est à la base un manga papier créé par Masami Kurumada en 1986 et publié dans le Weekly Shonen Jump, un magazine de prépublication hebdomadaire pour adolescents. Une histoire épique répartie en 28 volumes et découpée en 3 grands arcs, et la même année, une série animée était mise en chantier avec comme objectif à peine dissimulé de vendre un maximum de jouets et autres produits dérivés. Avance rapide vers 1988, où la série est diffusée en France sur TF1 dans l'émission Club Dorothée, qui comprendra au total 114 épisodes de 24 minutes, le tout réalisé par le célèbre studio japonais Toei Animation, que l'on connaît surtout pour son travail sur un autre animé culte, Dragon Ball. Et je me dis, est-il vraiment nécessaire de présenter les Chevaliers du Zodiaque ? Si vous êtes comme moi un enfant des années 90, vous en avez déjà forcément vu quelques combats à la télé, ou même en couverture de Dorothée Magazine aux côtés de Nicky Larson. Pour autant, les fans vous diront que Saint Seiya est une œuvre complète et complexe, surtout si on prend en compte les nombreux spin-offs et autres films. C'est pourquoi je vais principalement me concentrer sur le premier grand arc et vous conter l'histoire de la bataille du sanctuaire. A l'origine, il existe des combattants en armure guidés par la déesse de la guerre Athéna, qui sont censés protéger la Terre contre les forces démoniaques qui chercheraient à s'en emparer. Ces guerriers sont divisés selon plusieurs castes, avec les chevaliers de bronze tout en bas, suivis des chevaliers d'argent, et enfin, les chevaliers les plus forts et gardiens directs du grand pop peuvent revêtir les armures d'or, qui ont pour apparence les 12 signes du zodiaque. Et l'on suit les péripéties de 5 chevaliers de bronze, jeunes et courageux, dans leur quête pour triompher du mal et rétablir justice et liberté, le tout dans des combats dantesques avec de jolis effets pyrotechniques. Répartie en 73 épisodes, la bataille du sanctuaire commence en réalité avec un tournoi où s'affrontent des chevaliers de bronze dans le but d'obtenir l'armure d'or du Sagittaire. Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque non seulement l'armure se fait voler par Ikki, le chevalier du Phénix, mais surtout de noirs dessins se forment au sanctuaire, et le grand Pop, chef suprême de tous les chevaliers, semble avoir perdu la tête et cherche à s'accaparer tous les pouvoirs. La princesse Saori, réincarnation de la déesse Athéna, part donc voir ce qui se trame en ce lieu sacré, mais hélas, elle est frappée en plein cœur par une flèche maudite, qui la tuera en 12 heures si elle n'est pas retirée de la main du grand Pop en personne. C'est donc à Seyar, chevalier de Pégase, Shiryu, chevalier du dragon, Shun, chevalier d'Andromède, et Yoga, chevalier du cygne, que revient la tâche de traverser les 12 maisons des chevaliers d'or pour atteindre le grand Manitou et mettre fin à son ambition démoniaque, et accessoirement sauver la princesse Saori. Ils seront rejoints dans leur combat par nul autre que le chevalier du Phénix et sauront vaincre tous leurs adversaires grâce à leurs points déterminés et des discours sur l'amitié. La partie du sanctuaire est celle qui a le plus marqué les esprits, et aujourd'hui encore, on se souvient de l'excitation que l'on ressentait à chaque découverte d'un nouveau chevalier doré. Il y a eu aussi beaucoup de moments devenus légendaires depuis sa première diffusion. Je pense notamment au combat d'Ikki face au chevalier de la Vierge qui lui fera perdre ses 5 sens, ou encore l'affrontement entre Seyar et Shiryu durant le tournoi qui se conclut par un sauvetage in extremis de ce dernier de la main de son valeureux adversaire. Et l'une des grandes forces de Saint Seiya, c'est aussi ses personnages. Avec son principe d'avoir des armures de plusieurs niveaux, il y en a pour tous les goûts. Et rapidement, on trouve quelques guerriers fétiches parmi la constellation de chevaliers. Et surtout, on avait envie de voir si le chevalier d'or de notre signe zodiacal faisait partie des gentils ou des méchants. Étant moi-même Gémeaux, j'hésite à tout vous spoiler. À l'occasion du passage à la série animée, le design des armures a été revu et corrigé, pour non seulement les rendre plus charismatiques que dans le manga, mais aussi plus commercial, afin de vendre un maximum de jouets entre 2 épisodes. Et c'est Shingo Araki, accompagné de Michi Himeno, qui s'occupe de recréer tout l'univers visuel, et sans eux, on n'aurait jamais eu droit aux excellentes armures du royaume d'Asgard, l'arc exclusif de l'animé, ni même au casque à tête de cheval pour l'armure de Pégase. Qui n'a jamais rêvé étant gamin de revêtir l'armure de son chevalier favori et de taper sur les copains à la récré en criant le nom de son attaque ?
Pour ma part, j'étais un grand fan de Shiryu, le chevalier du dragon, même si désormais je ressemble plutôt au majordome de Saori. L'œuvre est d'autant plus sublimée par les magnifiques compositions de Seiji Yokoyama, avec des musiques épiques lors des combats et des thèmes mélancoliques harmonisés par une voix féminine. Presque aussi mémorable que celle de Dragon Ball Z, la bande originale de Saint Seiya est une vraie réussite, et allie parfaitement les fanfares de bataille au requiem solennel des guerriers tombés au combat. Et c'est sans compter sur les nombreux génériques japonais qui donnent la patate, avec nul autre que Pegasus Fantasy en ouverture de la première saison, interprété par le groupe de métal japonais Make Up. Mais évidemment que chez nous, on se souvient surtout du super Bernard Minet et de ses tenues hautes en couleurs qui nous a quand même offert 2 excellents génériques que l'on retrouve dans toute bonne compilation qui se respecte. Alors c'est vrai que les combats, aussi classe soient-ils, ne brillent pas par leur stratégie et font pas le figure face à la nouvelle génération. La forme était privilégiée au fond, et on remarque très vite une répétition dans le déroulement de chaque affrontement. Nouvel adversaire, 2 longs discours, un héros aux portes de la mort, Saori qui engueule le chevalier, découverte du 6e sens, et la victoire est assurée. Pour autant, l'animé reste inoubliable avec une animation léchée quand on voit par exemple les visages terrifiés des chevaliers ou leur corps distendu par des attaques surpuissantes. Et mine de rien, c'est quand même une œuvre assez violente visuellement. On est loin d'un Ken le survivant, mais nos héros finissent généralement face contre terre à giser dans une mare de sang, quand ils ne sont pas en train de sacrifier leur vie pour les beaux yeux de la princesse Saori. Heureusement que pour atténuer un peu tout ça, on a eu droit à un doublage français de haute volée, bien que très changeant, avec le fantastique Éric Legrand dans le rôle de Seyar, et que l'on connaît aussi pour être Vegeta dans Dragon Ball, le regretté Marc François doublé Shiryu et Yoga, Serge Bourrier était Shun, mais seulement après que AB Productions ait compris qu'il s'agissait en fait d'un personnage masculin, et Henri Djanik campait Iki, avec sa voix de fumeur de gitane sans filtre, alors que le perso est censé avoir 15 ans. De très belles voix donc, même si ça changeait d'un épisode à l'autre. On remplaçait au pied levé un comédien malade, et souvent un même acteur pouvait jouer 4 ou 5 personnages différents. Et je ne parle pas des traductions parfois hasardeuses de certaines attaques, là aussi c'est pas au même niveau que Ken le survivant, mais c'en est pas loin. D'ailleurs, en parlant d'attaque, c'est là où Masami Kurumada s'est un peu tiré une balle dans le pied, puisqu'en règle générale, chaque chevalier, quel que soit son niveau, ne possède que 2 à 3 attaques différentes, et surtout, il y a le principe qu'une même attaque ne fonctionne pas 2 fois sur un chevalier, ce qui limite grandement les possibilités en combat. Et si je dis ça, c'est parce qu'en termes de jeux vidéo, on n'a pas vraiment été gâtés. Il y a eu quelques jeux estampillés Saint Seiya à travers les âges, et le premier est apparu sur NES, qu'on a même eu la chance d'avoir en France. Enfin, quand je dis chance, il faut le prendre avec des pincettes. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que souvent, ça prenait la forme de RPG, avec des combats au tour par tour, dans un déroulement long et fastidieux, tout l'inverse de ce qu'on pouvait voir à la télé. Et il faudra attendre 2005 pour qu'un jeu de combat teinté de beat'em all fasse son apparition sur PlayStation 2. Mais hélas, là aussi, c'est un coup d'Excalibur dans l'eau, puisque le jeu tourne au ralenti avec des affrontements soporifiques. Et seule la présence de certaines vraies voix françaises au casting donne un semblant d'intérêt au titre. Depuis, pas grand chose à se mettre sous la dent, et c'est vrai qu'avec le concept d'attaque limitée, il est compliqué de faire un véritable jeu vidéo prenant, mais j'espère toujours voir une bonne adaptation du manga sur nos chères consoles. Par contre, pour recréer les combats du dessin animé à la maison, quoi de mieux que d'avoir les jouets officiels? À défaut d'avoir nous-mêmes les armures, on a eu droit à des figurines en plastoc un peu moches, mais avec des authentiques pièces de métal. Et surtout, tout comme dans l'animé, on pouvait enlever chaque partie de l'armure pour former leur totem. Un concept ingénieux, puisque ça fait 2 jouets en un, et surtout, ça incite à tous les collectionner. Bien avant Pokémon, on avait les Chevaliers du Zodiaque. Bon, je reconnais que ces jouets vintage ont un certain charme, mais heureusement depuis, on a fait bien mieux, avec de très jolies pièces de collection bien plus proches des designs originaux, avec là aussi, toujours un mélange de plastique et de métal pour des armures du plus bel effet. Et si jamais vous en voulez encore, il y a tout un cosmos de produits dérivés, entre l'album Panini, les 45 tours, le ballon de plage, ou encore les fameux verres à moutarde. Saint Seiya a connu un succès retentissant à travers le monde, et est extrêmement apprécié en France, mais aussi dans les pays hispanophones étrangement, et il n'y a qu'aux États-Unis que la série a fait un bid. Et depuis la fin de l'histoire principale, de nombreux spin-offs ont vu le jour, mais pour moi, aucun n'a le charme du dessin animé originel. Les premiers affrontements du tournoi, l'ascension des 12 maisons du Zodiaque, le voyage à Asgard, la guerre de Poséidon, et enfin le combat final contre Hadès en personne,
Tout ça aux côtés des chevaliers de bronze les plus courageux qui soient, et franchement, même encore aujourd'hui, ça se regarde avec toujours autant de plaisir. Et comme le chantait si bien le chevalier du kitsch, garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!